content de vous retrouver ici en Belgique aujourd'hui, donc ce dimanche de la solennité du Sacré-Cœur, sous le regard de ce magnifique enfant Jésus de Prague, voilà, qui espérons-le un jour puisse trôner dans une église qui soit digne de cette statue. Alors vous savez que la fidélité catholique pour l'instant en Belgique représente un petit noyau de fidèles convaincus, voilà, mais pour l'instant on n'a pas de lieu vraiment adapté, je dirais, à une telle statue. Et la Providence a voulu qu'on nous offre cette statue de l'enfant Jésus de Prague, dont je tairai l'origine, parce que je le ferai découvrir peut-être progressivement auprès de ceux qui voudraient savoir l'origine de cette statue. Et en tout cas, elle a son premier propriétaire est très connu en Belgique. C'est quelqu'un de très important. Je n'en dirai pas plus. Voilà. Donc ceux qui veulent savoir pourront me demander à titre privé. Hein, je sais que vous savez tous là, hein, mais que voilà. Donc je ne dévoile pas pour l'instant le nom de son premier propriétaire. En tout cas, quelqu'un de très important en Belgique. Donc l'enfant Jésus de Prague est connu spécialement parce qu'il a accompli de très grands miracles pour ceux qui demandaient son intercession. Donc on va demander 3 choses particulières à cet enfant Jésus. La première chose, c'est que la tradition, la fidélité catholique en Belgique puisse grandir, prospérer, malgré ce climat d'apostasie, de tout ce qu'on voit actuellement de décevant, de trahison, etc. Que vraiment Jésus-Christ règne sur le cœur des Belges. Voilà. La restauration de la Belgique catholique, franchement catholique, évidemment, ça ne peut passer qu'à travers un clergé franchement catholique et un pape franchement catholique. Donc, vous voyez, c'est... Donc, première intention, voilà, retour de la Belgique à la tradition catholique, fidélité catholique. Et puis, deuxième intention, donc, une église, de trouver une église ou construire une église ou trouver une église, peu importe, pour honorer l'enfant Jésus, voilà, pour qu'il puisse rayonner publiquement sur les fidèles qui viendront le prier. Sachant d'ailleurs, je le dis au passage, l'autel qui est ici dans le petit oratoire est dédié lui aussi à l'enfant Jésus de Prague. C'est pour ça que je disais aux fidèles ce matin, c'est vraiment quelque chose, il y a un signe du ciel, voilà, pour que l'enfant Jésus à chaque fois se manifeste en manifestant son désir qu'il soit honoré parmi nous. Donc ça, c'est la deuxième intention, une église. Et puis, troisième intention, que des familles catholiques rejoignent, bien sûr, la fidélité catholique pour pouvoir agrandir le troupeau des brebis et des fidèles de la tradition. Voilà. Il n'y a pas de... La tradition catholique, l'Église catholique n'est vivante que par des familles solides et nombreuses. Voilà, donc j'en ai fini pour parler de cet magnifique enfant Jésus. Et donc je vous invite à prier. Ah oui, c'est ça. Donc pour obtenir les grâces, on les obtient que par la prière. Et prier donc du 16 au 25 l'enfant Jésus à travers la prière du Père Cyril. Père Cyril qui a une grande dévotion donc à cet enfant Jésus, qui a répandu la dévotion de l'enfant Jésus de Prague. Voilà donc pour ce qui est de ça. Alors, deuxième sujet, moins noble, mais d'actualité en tout cas, c'est la question du vote. J'en ai déjà un peu parlé dans une petite conférence dernièrement sur Internet. Ça a été le sujet de pas mal de polémiques, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont accrochés comme des berniques, comme on dit en Bretagne, à leur rocher, au suffrage universel. J'ai envie de leur dire, décrochez, arrêtez, vous perdez votre temps, votre énergie, vous faites le jeu de l'adversaire. Voilà. Et c'est vrai aussi en Belgique. Alors je sais qu'en Belgique, vous avez des amendes, pauvres de vous, si vous ne votez pas, et encore plus si vous êtes assesseur, je crois, en plus. Hein. Donc là, il y en a qui réussissent à esquiver, Dieu merci. Je tairai les noms pour pas... Voilà. C'est ça. Donc,
faut-il voter? Est-ce nécessaire d'aller voter? Donc j'ai plus ou moins répondu à la question. Oui, question? Intéressant, ce qu'on a appris hier avec pourquoi le vote est devenu obligatoire en Belgique. Ah oui, le vote est devenu obligatoire en Belgique, on nous a dit ça hier, c'est très intéressant parce que dès que le suffrage universel était instauré donc au 19e siècle en Belgique, ils ont vite constaté, enfin les promoteurs du suffrage, qu'il n'y avait que 10 ou 14% de votants. Donc ils ont dit c'est pas normal, quand même, le suffrage universel c'est la liberté, il faut que le maximum de personnes votent. Donc ils ont rendu obligatoire, sous peine de sanction. Ils étaient entre 10 et 14% de votants, c'est-à-dire que déjà, vous voyez, au 19e siècle, les gens qui n'étaient pas des crétins se rendaient compte que ça ne servait à rien de voter. Donc vous voyez, ça rien n'a changé, ça fait un siècle, donc rien ne change. Voilà. Alors, là, il y a plusieurs arguments pour dire que quand même, bon d'accord, les gens sont convaincus que de toute façon ça ne changera pas grand-chose. J'en veux pour preuve déjà, même avant toute chose, c'est sur Asselineau. Je ne sais pas, Asselineau, vous connaissez peut-être en France, c'est un candidat Frexit. Et il dit dans son programme, dès le départ, que de toute façon, les députés qui seront élus là-bas ne servent à rien, parce que déjà, tout le fonctionnement de l'Union européenne fonctionne déjà, enfin il y a déjà des fonctionnaires, il y a des décisions, des commissions qui sont déjà en place et qui décident. Donc les parlementaires n'ont aucun pouvoir. Donc déjà, vous voyez, pour vous dire, même pour ce qui est de l'utilité du vote, même d'un point de vue purement mécanique, il y a déjà, ça sert à rien, quasiment à rien. Alors ils disent, mais alors pourquoi ils se présentent? Ils disent parce que comme ça on peut un peu contrôler, on peut faire des procédures éventuellement, mais globalement la politique européenne ne change pas. Vous voyez, tout est déjà décidé par ces commissions, par ces fonctionnaires, par ces lobbies, et ces loges bien sûr. Ils sont tous ça par derrière. Alors, quelques objections quand même pour. Alors d'abord, non, je vous invite à lire le livre « Tu ne voteras point » de, comment il s'appelle, Olivier Rouault, qui a été donc, c'est un bon ouvrage. Alors moi, j'ai que des extraits malheureusement, je l'ai pas encore, donc je vous invite à l'acheter et à le lire parce que déjà le peu que j'ai pu lire de lui, c'est vraiment très très bien. Et après, si on a lu ça et on vote encore, c'est que vraiment... excusez-moi, mais on est un crétin, quoi. Enfin, voilà. Hein. Voilà. Donc, il répond déjà à quelques objections. Il pose ça aux catholiques. N'est-on pas, en tant que Français ou Belges, catholiques, de devoir de voter au moins pour le moins mauvais des candidats en lice? Donc, vous avez, je ne sais pas combien de candidats. En France, il y en a 38. En Belgique, je ne sais pas. Il y en a combien ça doit être assez important. Bon, voilà, on dit, je vais voter pour le moins pire. Hein. Alors déjà, vous voyez, il y a une question morale qui se pose. Quand on est catholique, on ne choisit pas entre le mauvais et un mauvais et un bien. On choisit on choisit pas entre deux choses mauvaises. On choisit entre une chose bonne et moins bonne. En morale, c'est ça. La morale catholique, enfin la morale humaine, c'est on ne fait jamais le mal. Donc dire on va choisir un moindre mal, ça reste un mal. Ils sont tous pourris. Et ils sont tous pourris. Donc moralité, on ne vote pas. Alors, on va voir après la question... voilà ce que dit Olivier Rouault. Cette notion de moindre mal qui est souvent avancée n'est absolument pas catholique. Elle ne doit pas s'appliquer. Elle a toujours été condamnée par l'Église. Un mal est un mal. Et sa comparaison avec un autre ne peut pas en faire un bien. Si vous choisissez un candidat qui est moins mal qu'un autre, il ne ressortira que du mal. Qu'est-ce que vous voulez? Alors on dit, oui, il peut se convertir et changer. Non, là c'est après, mais... voilà, ça c'est donc une première objection. Ensuite on dit, oui, on s'est battu pour voter, et il y en a qui sont morts pour ça, et c'en est devenu un droit. Bon, ça c'est un petit peu de la tarte à la crème, parce que avant le vote, ce qu'on appelle le suffrage universel, il y avait déjà des votes. Bon, mais ne serait-ce que dans les églises, enfin dans les monastères, même les communes, ici même en Belgique, les bourgmestres, enfin tout ça, il y avait déjà les gens votaient et ils votaient pour des gens qu'ils connaissaient. C'était déjà voilà.
Alors, d'ailleurs, c'est ce que écrit Olivier Roux, pourquoi les femmes, c'est une question que je vous pose, peut-être que vous saurez y répondre, pourquoi les femmes ont-elles obtenu le droit de vote pour le suffrage universel que tardivement? Moi, j'ignorais la raison, et là, il évoque cette raison. D'après vous, c'est quoi? Vous la connaissez? Oui, parce que j'ai... Ah, vous avez écouté déjà, donc vous avez écouté le direct? Je dirais c'est parce qu'il y a les pères de famille qui représentent. Oui, alors vous pourrez penser ça. Mais la raison, non. La raison, c'est parce que, écoutez bien, seules les femmes de ce pays reléguées par la République au statut d'incapables de voter, car trop influençables par les curés ou de mener des batailles. Donc voilà. Donc en fait, c'est parce que les femmes étaient trop, peut-être, cléricales par rapport aux hommes. Et voilà. Et d'ailleurs, en Bretagne, on voit bien le vote dans les années 30 pour, en tout cas, ici. Ouais. Et effectivement. Et en France, en Bretagne en tout cas, je vois le vote est passé à gauche très facilement, parce que le clergé est passé à gauche et les femmes ont suivi le clergé. Tant que le clergé tenait la route, d'une certaine façon, je dirais les femmes étaient peut-être moins mal orientées. C'est assez amusant. Enfin, je ne sais pas si c'est bon, statistiquement ça serait approuvé, mais oui. Est-ce qu'une femme aurait le droit de voter? Oui, dans l'absolu, oui, elle peut. Dans certaines circonstances, dans certains domaines, et il parle de ça justement. Il a fait des enquêtes historiques sur les droits, le vote des femmes dans certaines domaines de compétences, quoi, propres à elles, oui. Oui. C'est plus limité, évidemment. Enfin, c'est pas plus limité, mais enfin, ça concerne son domaine. Voilà. Par exemple, des femmes entre elles. L'introduction du droit de vote pour les femmes, il y a un siècle, en tout cas, était pour qu'elles soient sur le même plan que leur mari d'un point de vue social. Pour la société, c'est pour que le mari ne puisse pas imposer l'esprit dans la famille et qu'elle puisse aussi avoir son mot à dire. Donc, dans ce cas-là, est-ce que c'est juste en fait qu'elle puisse aussi voter, si c'est dans cet esprit-là? Dans un esprit de suffrage universel, dans un esprit en fait d'égalitarisme, entre hommes et femmes, dans une famille. Non, évidemment, là, non. On peut dire que, et puis, parce que le domaine de compétence de l'homme n'est pas celui de la femme, donc et d'ailleurs, c'est ce que dit Olivier Roux. Il dit, par exemple, un balayeur de rue n'aurait pas à avoir autant de voix qu'un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise qui a plus de responsabilités sociales devrait avoir, par exemple, trois voix et une voix. Par exemple, une personne, un vote, c'est absurde. Parce que le balayeur de rue, lui, il est compétent dans son domaine particulier, il n'a pas un domaine de compétences sociales très large. Donc voilà, et ça, c'est pour ça que le suffrage universel, et ne serait-ce que pour ça, est un mensonge universel. Pareil, homme-femme, c'est pas pareil. C'est des domaines, donc pas pareil. Moi, j'avais entendu dire que les femmes avaient pu avoir le droit de vote après la guerre, parce que justement, il y a eu beaucoup de morts. Et qu'en plus, pendant la guerre, comme les hommes étaient au combat, les femmes... Oui, Première Guerre mondiale. Alors c'est valable pour la première... En fait, la Première Guerre mondiale a fait que les femmes ont pris beaucoup de place dans la vie sociale. Le féminisme, si on veut, s'est introduit. Et donc, du coup, je pense que c'est pour ça que la franc-maçonnerie s'est dit, oui, maintenant, on peut faire voter les femmes parce qu'elles ont une tournure d'esprit qui est beaucoup plus égalitaire qu'elles ne l'avaient il y a encore 20-30 ans. Donc après le baby-boom, on pourrait l'arrêter. Bah oui. Non, je pense qu'en fait maintenant, ce qu'ils veulent, c'est vraiment même que la femme ait plus de voix que l'homme. Hein. C'est à ce que les femmes se présentent aussi. Ben oui, et c'est pas... Alors là, il y a la question de savoir si un... Ah oui, alors, ce qui est intéressant, en tout cas, d'un point de vue historique, c'est que le suffrage universel a toujours été promu, soutenu, et on le voit à les campagnes, par la franc-maçonnerie, par les loges. Donc ça, c'est un argument pour Don Sardaï Salvani, que quand l'adversaire fait la promotion ou stimule les gens, il faut aller voter, c'est un droit, etc., etc., vous pouvez dire, tiens, il y a baleine sous rocher, baleine sous gravillon, comme dirait l'autre, baleine sous gravillon. Alors, si un bon candidat se présentait, alors la question se pose de savoir ce que c'est qu'un bon candidat. Hein. Alors, un bon candidat, à minima, un vrai bon candidat, je pense que, et ça je suis d'accord avec lui, dit, c'est quand quelqu'un s'est prononcé clairement contre les lois anticatholiques. Bon, alors maintenant je me suis amusé à regarder sur les listes de
de droite en France, droite ou extrême droite, bon, vous avez par exemple la forteresse Europe. Mais, donc là j'ai le programme, là, il y a combien? Il y a 10 points, il n'y a pas un seul mot sur le Christ et l'Église, sur la laïcité. Je disais, s'il n'y a pas une remise en cause de la laïcité, au moins un droit de Dieu, je sais pas, il pourrait dire qu'on reconnaisse Dieu ou de Jésus-Christ dans la vie sociale. Rien, vous voyez. Alors certains disent, ouais mais regardez, sortie de l'Union européenne, création d'une politique de protection de la vie, révision de toutes les naturalisations opérées depuis 1975. Bon, grand recensement de la population contre l'immigration, création d'un code de nationalité, arrêt complet du flux migratoire. C'est très païen. C'est gentil, mais c'est païen. Voilà. Et là, quand vous regardez le Marion là aussi, bonne bouille. Mais c'est pareil, c'est du laïcisme complet. Hein. Vous avez Bardella, bon, qui est franc-maçon lui maintenant, on le sait, c'est notable. Hein. Il a salué Attal avec le signe de la main. On voit clairement, il fait vraiment le signe maçon. Voilà, bon, je crois que c'est bon, on a compris, donc c'est même pas la peine d'aller plus loin, même pas regarder le programme. Voilà, donc il n'y a pas un seul candidat qui, même Asselineau, vous voyez, qui semble plus sérieux, je dirais, contre les décisions européennes, mais lui-même reconnaît que de toute façon ils peuvent rien faire. Et puis ensuite, c'est un programme qui est laïque. Il n'y a pas du tout de référence à Dieu, à rien. Il n'y a pas un seul mot. C'est de la laïcisme total. Ça, c'est donc un candidat. Au minimum, vous voyez, ça serait ça. Alors il dit, allez voter sans hésiter si c'est le cas, si c'est quelqu'un qui s'est prononcé contre des lois antichrétiennes. Et alors il dit, il ira probablement au martyre d'ici peu, mais vous n'aurez pas commis le péché ni participé à la commission d'un péché. Votre vote ici ne constituera pas un mal. Alors, l'autre objection dit, ouais, mais si on s'abstient, on arrête, on n'a plus d'action, on n'a plus d'influence sur ceux qui dirigent le pays. Alors, dire qu'on a de l'influence sur un candidat, parce qu'on vote pour lui, c'est assez naïf. Et donc, comme ça tout le monde écoute. Merci. Il y a Condorcet, ici de Condorcet. Il m'a envoyé, il parle du peuple, hein, le peuple m'a envoyé pour exposer mes idées, non les siennes. L'indépendance absolue de mes opinions est le premier de mes devoirs envers lui. Donc déjà un candidat, quand il est élu, bah, il va faire ses idées. Alors est-ce que vous connaissez vraiment ses idées? Non. Et puis vous ne savez pas qui également est derrière lui. Les instructions secrètes, par exemple, on sait pratiquement que tous les candidats, ben on le voit maintenant avec Bardella, appartiennent à une loge. Donc vous avez derrière eux, derrière les candidats, même ceux qui font partie d'un parti, ils ont les pressions du parti. Vous voyez, c'est très rare des candidats libres qui sont élus que pour eux seuls et puis voilà, ils sont élus dans le cadre d'un parti. Voilà. Alors encore une autre objection. Oui, mais bon, voter ne coûte rien. Enfin, voilà. N'est-ce pas au pire du pire un acte seulement inutile? Non, en fait, je pense que le système actuel, le système européen, le système électoral de suffrage universel, veut notre voix, pour qu'elle quitte même à l'obliger sous peine de sanction, pour montrer qu'on est docile au système. Vous voyez, on fait notre acte d'offrande au dieu, au Moloch, au dieu Baal. Vous voyez, le vote, c'est un... J'ai mis ma petite... voilà. Ça sert à rien, mais je l'ai fait quand même. J'ai mis mon... C'est comme le masque, hein, c'était pareil. C'est une marque de soumission au système. Alors, là, il cite un de ses collaborateurs. Participer à cette supercherie tacite que sont les élections au suffrage universel ne revient-il pas à collaborer, donc encourager le maintien d'un régime aussi inique qu'absolutiste? Vous dites, ah oui, moi je suis monarchiste, moi j'aimerais tel système. Je dis, mais alors, pourquoi vous apportez votre pierre à ce système? Ah, mais c'est pour mieux le détruire de l'intérieur. Voilà, l'illusion. Alors, il faut bien distinguer quand même le suffrage universel du vote. Hein, c'est ça que les catholiques ne comprennent pas.
Hein. Le vote est légitime, le suffrage universel est illégitime. Hein. Donc là, il cite Monseigneur de Lassus, justement, c'est ce que je vous disais à l'instant. Le suffrage universel, si justement appelé mensonge universel par le grand Pie IX. Donc il faudrait en exclure d'abord tout autant que les enfants, ceux qui sont incapables d'en mesurer la portée ou sont incapables d'en user honnêtement. Donc aujourd'hui, essayer de trouver des gens qui sont capables de voter intelligemment, voilà. Tels sont, quand il s'agit du pouvoir suprême, la multitude ignorante des hautes questions politiques. Donc les gens, ils sont au courant des questions politiques parce qu'ils ont vu à la télévision la veille. Macron qui a fait son discours avec Biden devant avec Jean Brichel et tout, devant le monument aux morts à Omaha Beach, bon, les gens, ils ont ça dans la tête, ils disent « Ah, plus la guerre, donc on va voter pour je sais pas quoi », enfin, vous voyez, des choses comme ça. Facile à séduire par quiconque les flatte, oui, ou les oriente au niveau des passions, ou qui, absorbés par la nécessité quotidienne de la vie, sont incapables de préférer l'intérêt général. Comment avez-vous voulu quelqu'un qui s'occupe de sa mobilette, de sa voiture, n'importe quoi, et on va lui dire, bon, maintenant, demain, vous allez voter pour un candidat qui va s'occuper des affaires nationales. Vous voyez. Et puis, il y a la question du fait qu'on donne autant de voix à quelqu'un qui a des compétences sociales, un minimum, vous voyez, même un père de famille, oui, avec je dirais, quelqu'un qui n'a un l'ivrogne du coin. Il cite, par exemple, le bulletin du maréchal Foch, ou du général Pétain à l'époque, vous voyez, n'est que l'équivalent de celui d'un poilu indiscipliné et ivrogne. Oui, ça n'a pas de sens. On dit, mais, alors que après, on voit le maréchal Pétain qui avait su tenir, oui, les destinées d'une nation, il aura autant de voix qu'un ivrogne. Oui. Étant donné qu'il n'y a pas de parti catholique, ouvertement catholique, oui, c'est ça. Est-ce que, malgré tout, moi je trouve qu'à ce moment-là, quand même, soutenir un parti qui a quand même des valeurs naturelles, correct. Pourquoi? Parce que je me dis quelqu'un qui est vraiment ancré dans la réalité du terrain, qui a des valeurs je veux dire, de famille, de valeurs à tous les niveaux qui sont quand même des valeurs naturelles et qui tient à ça, il y a quand même espoir de les faire revenir justement avec le cataclysme qui risque de nous tomber dessus. Non. À ce moment-là, eux au moins... Non, justement, ça c'est le péché du naturalisme. Pouvoir réinstaurer un système viable uniquement par les forces naturelles, alors qu'en face, vous avez affaire aux démons et à des forces supranaturelles. Donc, peut-être que... C'est bien qu'on ne va pas les combattre. On ne va pas les combattre, mais c'est pas... Les freiner éventuellement, parce qu'ils ont besoin pour se... Non, on ne va pas les freiner, on va au contraire entretenir leur système. Plutôt que de faire quelque chose, vous voyez, faire le travail là où on doit le faire. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle de la diversion. C'est pas ça que je veux dire. Oui. Ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais ce que je veux dire, c'est que, quelque part, on dit toujours que, par exemple, la grâce se greffe chez quelqu'un à condition qu'il y ait même quelque chose dans la personne. Voilà. Oui, et donc, je me dis, est-ce que ça ne peut pas s'appliquer aussi? Oui, mais le problème, c'est qu'ils excluent la grâce. Le problème, c'est pas le fait qu'ils veulent... Bien sûr, dans tous les candidats, quasiment sans exception, défendent un point naturel. Soutien à nos agriculteurs, liberté de l'entreprise, refus d'impôts européens, etc., abolition de la GPA, protection de nos enfants. Tous. Je parle des candidats de droite, pas de gauche. Ils soutiennent des points d'ordre naturel. Mais le problème, c'est qu'ils refusent la grâce. Donc, ils ne pourront jamais... Vous voyez, à partir du moment où vous refusez le Christ... Comme dit Zemmour, je suis pour l'Église mais contre le Christ. Ça résume très bien la chose. À partir du moment où vous refusez la grâce, vous refusez la restauration et c'est ce que Saint Pie a condamné lui-même. Il a dit non au parti de l'ordre. Non au parti de l'ordre. L'ordre, sous-entendu, l'ordre naturel. Nous, ce qu'on veut, c'est un ordre surnaturel. Vous voyez, on est tellement contaminé par le laïcisme qu'on n'est même plus choqué parce qu'on se dit oui, mais c'est pour défendre l'ordre naturel. Le problème, c'est que l'ordre naturel ne peut pas être défendu sans la grâce du Christ. Saint Thomas l'explique bien, on ne peut jamais, nous-mêmes, voyez vous-même, en tant que catholique, vous avez beaucoup de mal déjà à respecter la loi naturelle avec la grâce. Si vous ne l'aviez pas, vous seriez 10 fois pire. De toute façon,
les faits historiques prouvent le contraire. En Belgique, dans les années 50, c'était les partis catholiques qui étaient au pouvoir. Il y a eu une proposition de loi scolaire favorable aux écoles catholiques et à l'enseignement catholique. Ça n'est pas passé. Oui, en plus, parce que c'est le naturalisme en fait qui s'est. Alors ça, c'est venu de l'Église conciliaire, l'Église conciliaire accepte en soi l'idée d'un État laïque. C'est le drame de la séparation de l'Église et de l'État. C'est un corps sans âme, vous voyez. Un corps social, c'est les lois naturelles si on veut, et l'âme, c'est l'Église qui va, c'est l'âme qui va donner en fait vie au corps social. Si vous n'avez pas le Christ, si on veut, l'influence du Christ dans les lois humaines, les lois sociales, tout s'effondre. Et c'est ce que veut la franc-maçonnerie. Et la franc-maçonnerie, elle lutte justement pour la séparation de l'Église et de l'État. Elle sera jamais contre. Vous voyez, le fait que vous dites, moi je suis contre la GPA, vous laisseront, oui, pas de problème. Mais si vous dites, on veut réinstaurer, on veut que les crucifix dans les églises, dans les tribunaux, on veut au moins dans la Constitution reconnaître que le Christ est le Seigneur des Seigneurs, que si j'ai une autorité, je le tiens du Christ, ils diront jamais. Ah non, ça, pas question. C'est une guerre contre le Christ, en fait. Une guerre politique, aujourd'hui, contre le Christ. Donc on n'a pas le droit, nous, de soutenir des candidats qui sont laïques, qui promeuvent la laïcité. On ne peut pas. Donc moi je veux bien, si effectivement il y a des candidats qui disent oui, on veut nous faire la promotion du Christ, oui, mais vous n'en avez pas. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors ça peut vous sembler décourageant, on dit bah oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait ? Là où le bon Dieu nous a donné une certaine autorité sociale, réinstaurer, mettre le Christ là où Dieu nous a mis. Alors évidemment, c'est plus restreint comme domaine. Et c'est pour ça que beaucoup de gens disent ouais, mais bon, c'est petit, on a pas. Ouais. C'est peut-être plus restreint, mais c'est plus efficace. C'est plus efficace, oui, parce que. Coluche disait que si le vote. Voilà. Si le vote était utile, il y a longtemps qu'il serait interdit. Voilà, c'est Coluche. Il disait si voter servait à quelque chose, il y a longtemps que ça serait interdit. Ça serait interdit. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait que les catholiques se sont illusionnés par rapport justement au suffrage universel ? Alors, c'est surtout lié à la politique de Léon XIII, la politique du ralliement. Donc, dans son encyclique Au milieu des sollicitudes, l'idée en fait de Léon XIII, c'était d'investir, ce qui n'était pas mauvais en soi, enfin, l'idée d'investir les catholiques dans le monde, dans le monde politique, et spécialement républicain. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a été le premier effet de dire aux catholiques, vous allez rallier la République, ça a été de diviser les catholiques en deux. Les monarchistes d'un côté, et puis les démocrates ou républicains de l'autre. Donc déjà, division des catholiques, et puis principalement après de créer une sorte de relativisme doctrinal sur ce sujet. Voilà, donc au fond, il voulait que les catholiques investissent les institutions, mais ces hommes de bonne volonté se sont fait phagocyter par elles. Quand vous regardez les catholiques, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Ici à Namur, comment il s'appelle le maire, le bourgmestre, qui pourtant liste, enfin officiellement catholique, je ne sais pas quoi, c'était parti catholique, qui fait maintenant la promotion de quoi ? Inscrire l'avortement dans la Constitution. Voilà. Oui. Ouais. Justement, voter pour quelqu'un qui fait partie de quelqu'un qui défend les lois naturelles, contre l'avortement, vu qu'il faut la majorité ou l'unanimité pour changer la Constitution, le fait d'avoir quelqu'un qui est contre l'introduction de ce genre de choses dans la Constitution, ça va les freiner. Ça va les freiner un temps, mais je dirais la logique de la séparation de l'Église et de l'État aboutit. Je me souviens, on avait un prof de morale au séminaire. L'avortement, c'est la conséquence de la séparation de l'Église et de l'État. À partir d'un moment où vous rejetez le Christ, tout est permis. Vous rejetez Dieu d'une société, tout est permis. Même de se marier avec son poisson rouge, vous voyez. Non mais vous riez, mais il y a plus de la loi morale n'a plus de force à partir du moment où vous rejetez Dieu de la société. C'est plus possible. Ça sera plus que des mots. Et on ne se rend pas compte, nous, parce qu'on raisonne, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on raisonne en tant que catholique par rapport à un système qui est foncièrement anticatholique.
Voilà, donc le problème de Léon XIII, quand on est élu de la République, bon, ou ici, hein, enfin, en Belgique c'est pareil, l'on est associé au quotidien à des hommes de sacs et de cordes, parfois sans foi ni loi, mais souvent très séduisants. La garde baisse et l'on y perd son âme. Comment se fait-il que les catholiques qui ont été très investis dans la politique, aujourd'hui vous les retrouvez, ce sont les pires, vous voyez, parce qu'ils se sont laissés prendre par ce système, c'est tout. Ils se sont laissés phagocyter. Je pense qu'il faut regarder l'expérience, le bilan général. Et puis, de façon générale, les élections font en sorte de maintenir la majorité qui lui convient. Et le suffrage universel, c'est qu'il y a du flanc, c'est simplement maintenir une assemblée apparemment représentative d'une opinion du peuple, mais en fait, elle a déjà été décidée à l'avance, avant les élections, voilà, pour engendrer telle ou telle politique. C'est-à-dire que maintenant, ils ont décidé, par exemple, de visser un petit peu la question migratoire, donc ils vont faire entrer dans le Parlement peut-être un peu plus de gens de droite, soi-disant droite, Bardella, tous ces gens-là, pour dire, vous allez voir, hein, parce qu'en fait, en amont, voilà. Et comme ça donne l'illusion aux gogos, eh bien, quand ils votent, de dire, vous voyez, grâce à mon vote, on est en train de réformer les lois sur l'immigration, etc., etc. Alors qu'en fait, c'était déjà décidé en avant, par les commissions, etc. Donc, alors évidemment, le problème de Léon XIII, hein, c'était pas un démocrate, on peut dire même c'était un pape roi, il était autoritaire, hein, il avait de l'autorité, voilà, mais il n'a pas compris le danger de ce ralliement à la République, que c'était un piège tendu par la maçonnerie. Alors il y a un rôle très important probablement qui était joué par Rampolla, cardinal Rampolla, pense-t-on un grand initié, qui lui était justement aurait poussé, un des grands diplomates, aurait poussé Léon XIII donc, dans cette politique du ralliement. C'est maintenant un peu ce que disent les historiens, donc question très intéressante. Alors ce qu'il faut faire pour nous, c'est agir là où Dieu nous a mis, avec les moyens que Dieu nous a mis, avec le pouvoir que Dieu nous a donné, hein, et ne pas confier notre autorité à des gens qui vont l'utiliser à notre détriment. En tout cas, il faut être cohérent. On ne peut pas être catholique et royaliste et donner son adhésion au suffrage universel qui a été condamné par l'Église moult fois. Voilà, donc très bon résumé. Je mets un pavé dans la mare pour certains, mais disons, je pense que ça permet de se rendre compte que justement, ne pas tomber dans le piège de nos adversaires.